Le Dain de Quentin Dupieux, vous mettez votre fameuse popularité, comédien préféré des Français, etc., au service d'un film d'auteur. Et vous vous servez de cette popularité pour promouvoir le cinéma d'auteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, bon, alors, je vais vous laisser entre les mains expertes de Swann et Valentin qui ont concocté des questions-réponses. Et je vais remercier Jérôme Enrico qui dirige de main de maître cette noble institution, les EC. Non, mais je voudrais remercier Isabelle de nous accueillir ici. Je voudrais remercier Jean d'être venu, qui se lève à l'aube pour partir loin. Voilà, mais je suis très heureux qu'il soit là et qu'il soit venu nous transmettre son amour du cinéma, sa passion, et que ça donne des envies à tout le monde. Voilà. Là, il n'y a que des étudiants, mais est-ce qu'il y a des gens, des anonymes, des gens qui sont venus? Ah oui, vous? Ah oui. Ah oui, il y a un serial killer dans la salle, il y a un mec qui a envie de tuer. Ah oui, voilà, Antoine Duléry. Voilà, Antoine Duléry, je m'en appelle Antoine Duléry. Acteur et ami. Oui, mon Jean, bravo. Et Pascal. Et la Bouzadou, alors voilà, Pascal Bouzadou, avec qui j'ai fait mon premier film. Je vous encourage à aller voir mon premier film avec Pascal Bouzadou, avec Antoine, qui s'appelle Toutes les filles sont folles, avec Isabelle Nanty. C'est un objet aussi particulier, d'ailleurs. On vient pas vous chercher, hein. Faut se servir. Mais taisez-vous pour voir. C'est mieux. Alors, j'avais une question très simple pour commencer, pour entrer directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé du Dain? Voilà. Est-ce que vous êtes content justement du résultat final ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu changer? Je me suis jamais posé vraiment la question. Avec Quentin Dupieux, c'est accepte de rentrer totalement dans ce... Je me morfais même en fait, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression que je suis un peu Quentin d'ailleurs. Ouais. Avec cette grosse barbe bizarre. Il y a des metteurs en scène comme ça qui vous déguisent comme eux. Je sais que Blier avait fait ça avec Devers dans Préparez vos mouchoirs. Il a mis la pipe dans la gueule de Devers, il a mis la barbe. Moi, très rapidement, j'ai l'impression à prendre parfois son phrasé. Il a une façon de parler. C'est un mec qui est un peu sans filtre, Quentin. Il va te dire non, c'est de la merde. Il est en train de tourner, puis il fait non, c'est de la merde, viens, on arrête. Et je dis quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis non, c'est pas toi, c'est en fait le cadre, moi, toi, la scène, elle est nulle. Faut que je me mette ailleurs. En fait, c'est super direct. Et mon personnage est parfois un peu direct, en disant mais ouais, mais moi il me faut plus de fric en fait. Tu vois comment je fais? C'est comme des questions de bébé quoi. Il parle comme un enfant. Donc j'ai accepté en même pas une heure de faire ce film. Mais t'acceptes? Je dis ouais. Un mec qui parle à un blouson, t'acceptes? Je dis ouais parce que je pense pas qu'il parle à un blouson. Je pense qu'il se parle à lui. Il se sert de ce blouson et il m'avait dit un truc qui était assez joli. Il m'avait dit c'est peut-être la première fois que ce mec se veut du bien. Et donc il quitte tout, femme, enfant, il doit avoir une vie chiante, et puis il va n'importe où, et puis il suit comme une plume au vent, on lui fait une caméra, il s'improvise metteur en scène, et donc je l'ai fait exactement comme le personnage, j'ai tout accepté sans poser de questions, et jusqu'au montage, j'ai dit ça sera ça, si c'est ça, il avait ça dans la tête, c'est sa névrose, ça devient la mienne, je trouve ça marrant. Justement, en fait, qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration avec Quentin Dupieux? La fabrication, le luxe de la fabrication, c'est que tu as l'impression que alors, c'est pas mal, ça désacralise complètement, ça enlève les angoisses qu'on peut avoir sur un tournage, parce qu'on en a tous les jours, parce qu'on n'est pas des pécanes, des fois on n'est pas forcément en verbe, on a du mal à parler, ou des fois on n'a pas envie de parler, ou des fois on n'est pas en jambes, quoi. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as un mec avec une caméra et un ingé son. Voilà, on est trois. Et il dit à tout le monde, barrez-vous, laissez-nous. Il faut qu'on cherche un truc, il faut qu'on trouve un objet, donc tu fais comme si ce film n'existera jamais, ne sera jamais monté ou jamais projeté. Donc c'est un luxe inouï, parce que pour un acteur, je pense que sur un autre tournage, si j'avais entendu moteur demandé, tourne, avec le temps, avec ces gens qui regardent, avec ce monde que tu peux avoir autour, et puis cette trouille qui te saisit, si j'avais pas eu ce petit confort-là, j'aurais peut-être pas joué des scènes de 7 minutes où je dis à un blouson, ok, tu veux me parler de quoi? Non mais on peut peut-être en parler tout à l'heure, il m'intéresse ce bouquin là. J'ai l'impression d'être tout seul. Il savait pas, par exemple, la séquence
quand je cadre ce blouson, il ne savait pas comment j'allais faire la voix. Je dis, je te ferai une voix. Et il me dit, bon, tu ne me le dis pas. Et je lui ai fait cette voix bizarre. Écoute, un truc comme ça. Je me suis dit, là, le blouson est un con. Le blouson est méchant. Déjà, il est laid. Ça a été le premier blouson que j'ai porté. Mais toi, t'as un mulet. C'est normal. Mais je comprends. Mais c'est vrai que c'est le premier blouson que j'ai porté. Le premier blouson que j'ai porté, il est trop court, il est nul. Ça aurait été un truc plus long, c'était Dick Rivers, c'était pas la même, ça avait les mêmes tendances un peu californien. Alors que là, il est trop court, il a des franges, il est nul, il va à rien, il va à personne. Donc je me dis, il est pas beau et il doit être un peu con. Donc j'ai fait une voix de con qui l'oblige à faire l'irréparable, à commettre l'irréparable. Vous avez toujours interprété des personnages comiques et en même temps assez seuls et qui ont un destin plutôt tragique, j'ai l'impression. Comment vous arrivez à lier ce côté tragique avec le côté comique qu'on vous propose dans les rôles? J'essaie toujours un peu de les esquinter pendant une demi-heure, 40 minutes. Je leur veux pas forcément du bien. C'est peut-être un peu cruel de ma part, mais j'ai envie de les abîmer ou de les rendre ou singuliers, ou cons, ou gênants, ou grossiers. Et puis je me dis au dernier tiers, là il y a un moment, il faut rattraper ce truc-là, il faut le racheter, il faut le réparer. Donc il y a sûrement des scènes pour ça, pour réparer ton personnage, mais il faut que je l'aime bien, et il faut qu'à la fin les gens l'aiment bien, en se disant c'est bizarre, j'ai un double sentiment. C'est un gros con. Dans OSS, t'as ça, je sais que dans OSS, il peut dire des horreurs, et en même temps il s'amuse à faire caqueter les poules avec un interrupteur. Si c'est pas un con qui fait ça, donc vu qu'il est con, il sait pas ce qu'il fait, donc il peut dire un peu n'importe quoi. Donc l'équilibre, tu le trouves comme ça. De la même manière, là, il sait pas trop de quoi on lui parle avec Adèle Haenel qui lui parle, il sait pas de quoi il parle. Ça se voit, ça se ressent. Donc à moi de mettre le curseur et à moi d'y mettre de l'enfance, quand j'ai le sentiment qu'il prend trop de place ou que je le caractérise trop, ou qu'il devient trop important, oui, dans sa méchanceté, je mets de l'enfance pour réparer. Ça marche toujours. Une tête d'enfant, des regards d'enfant, ça aide toujours. Et c'est pour ça, du coup, que vous avez accepté le projet de Quentin? J'ai accepté parce que j'avais... je dis pas que c'est un fantasme que j'aime, mais je pouvais imaginer de me barrer comme ça un jour et de m'enfermer dans une chambre d'hôtel pour garder un blouson, pour rien faire. C'est un truc que je pourrais faire. Non, mais c'est un truc, tu vois, je sais pas qui se veut du bien dans cette salle, mais je sais que très rapidement, je suis sûr, on se parlerait, on se connaîtrait un peu plus. Très rapidement, il y en a qui disent ah ouais, j'aimerais bien me barrer tout seul, je me ferais bien ça. Tiens, je me paierais bien un bout de ma vie qu'à moi, que pour moi, en égoïste, et pourquoi pas avec un blouson. C'est un truc qu'on a envie de faire. Parce qu'on répond vachement à une espèce de société très normée, qui nous dit voilà ce qu'on doit penser, ce qu'on doit. Donc, c'est à vous maintenant de. Et c'est bien, parce que vous allez faire un métier, en tout cas, vous allez faire un métier qui vous permet d'être, pour certains, d'être un autre. Vous inventez des vies, d'inventer des voix, des gueules, d'être en vacances de vous. Puis même pour les autres, pour les gens qui fabriquent aussi le film, c'est un refuge pas mal, notre métier. C'est un refuge pas mal, ouais. Pour revenir rapidement au costume du Dain, selon vous, qu'est-ce que ce costume dit du personnage? Parce que c'est vrai qu'on vous voit de plus en plus dans le film porter des vêtements en daim, donc on commence évidemment par la veste, le chapeau, puis le pantalon, puis les gants, on peut un peu voir ça comme une sorte de dégradation du personnage principal. Ouais. Parce que je pense à Quentin, parce que Quentin il dirait ah t'as vu ça? Ah ouais, ok. Franchement j'en sais rien. Franchement je sais même pas si le mec se morphe en vrai véritable daim. Parce qu'à la fin il dit filme-moi. Filme-moi. Il est dans le wide, tu vois, puis il se prend pour une bête. Alors est-ce qu'il se prend pour un vrai daim? Est-ce que c'est sa visée? Est-ce que je n'ai toujours rien compris à ce film, hein. Je sais pas du tout. Et là pour le coup c'est pas, tu vois, je ne ferai pas offense à, parce que je pense que Quentin dirait la même chose, il dirait rien. Il fait des trucs. En fait c'est cohérent dans son incohérence quoi. Ouais, il y a un blouson, mathématiquement derrière tu as un pantalon, des chaussures, un chapeau. Qui s'aligne là-dessus jusqu'à irrémédiablement, jusqu'au coup de fusil, jusqu'à la mort, quoi. De toute façon,
il peut pas durer. Et c'est vraiment, il pète toujours le troisième acte aussi, Quentin Dupieux, dans ses films. Il n'y a pas de troisième acte, il fait des films d'1h17. Je pense que parce qu'il a des idées d'1h17, en fait. Quand tu fais le Dain à 2h10, tu dis, voilà. Et je sais pas, peut-être que vous avez votre théorie, c'est marrant. Moi, j'aime bien entendre les théories des gens sur ces films-là. Peut-être que vous en avez tous. T'en as une, toi? C'est quoi? Pour moi, c'est un peu l'idée que la solitude, c'est le retour à la nature. C'est comme si on se transformait en daim. Et à la fin, finalement, quand le daim il est tout seul, et ben, il meurt. Parce que les daims, c'est pas fait pour survivre tout seul dans la nature. Et à la fin, il y a justement ce plan-là où vous filmez des daims et on les voit tous en groupe, en fait. Et tu te dis, ah, bah, en fait, un daim, ça peut pas survivre tout seul. Pour moi, c'est quelque chose sur la solitude. Enfin, c'est ma théorie. Ok. T'as foutu une merde, là. Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs, qu'il fait que très peu de prises quand on joue? Très peu, oui. 2, 3 à peine. On répète pratiquement pas. Je crois qu'on fait une première prise, on se lance tout de suite. Ok. Et il veut, je te dis, personne. Il n'y a personne autour. Il cadre tout seul, il écrit tout seul, il cadre tout seul, il monte tout seul, il fait la musique tout seul. Chez lui. Et vous avez bien travaillé avec lui, j'imagine, pour façonner le personnage de Jean? Non. Non. Non, je crois même pas. Vraiment, on s'est vu une première fois. On fait de lecture, évidemment. Il a dit, Adèle a dit oui. Voilà, j'étais le personnage. Et puis on s'est donné rendez-vous dans les Pyrénées. On s'est vu dans les Pyrénées. J'ai pris le volant de la bagnole et puis il se mettait dans des cadres étranges. Je ne savais jamais où il était. Il se mettait derrière. Il y a des plans que j'aime bien d'ailleurs, ce plan entre la porte et la tête là, qui est assez original, qu'on voit rarement en fait, qui est pas con. Ce plan sur les manches, sur les mains. Une fois de plus, je sais pas trop ce qu'il racontait. Moi, c'est pas mon truc, la caméra. Je fais pas de film parce que je saurais pas raconter. Je sais pas raconter avec une image. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais il y a des gens qui le font très bien, mais je trouve ça chouette de voir ça sur le terrain. Et c'était un très beau décor d'ailleurs, je trouve. Ça correspondait très très bien. Ah oui, c'est les Rocheuses. Oui, c'est un western. C'est la vallée d'Aspre, quoi. La vallée d'Aspre, t'as 2000 personnes sur 500 bornes, en fait, t'as rien, quoi. T'as rien, c'est les Pyrénées, il y a des villes thermales qu'on file 1 euro pour habiter dans les baraques, quoi. Pour un coca, t'as une villa de 300 mètres carrés, quoi. C'est les Pyrénées, donc c'est très très sauvage, très pentu, c'est la région de Jean Lassalle. Vous voyez, Jean Lassalle. Voilà. C'est la vallée d'Aspre. Et c'est super pour tourner, le vous avez donné du blé pour tourner là-bas. On a tourné en 6-7 semaines à Moumour, dans un endroit qui s'appelle Moumour. Oui, il y avait la scène western, il y avait la scène du bar au début. Ouais. Énormément pensé à un western. Ah oui, complètement, oui. Comme la scène où j'enterre les blousons. Ça, c'est une bonne cinglerie aussi, le mec qui enterre les blousons. Et je me souviens, le jour de l'enterrement des blousons, il y avait une barre en fer à côté, et j'ai pris cette barre et j'ai frappé sur les... Là, pour bien les tuer définitivement. Qu'est-ce qui t'avait donné envie au départ de faire un film avec Quentin? J'avais vu Steak, j'aimais bien quand il faisait Shivers, et j'aimais bien, il y avait une réplique à la con qui m'avait fait rire, qui m'a passé en boucle, c'était le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Je trouvais ça très con, et j'ai vu Steak, j'ai dû en voir 2, j'ai vu Robert. Le mec se rencontre quand même. Puis il venait des États-Unis, il avait tourné au Poste. Il me dit c'est chouette en France. Il me dit aux États-Unis tu fais 7 mois avant de rencontrer une vedette. En France, en une semaine tu l'as et tu bois un coup avec lui et c'est cool, quoi. Donc le mec était déjà sympa. Il me propose ce truc-là. Un personnage évidemment basé sur la solitude. Ça c'est un thème quand même qui est assez récurrent parce que si j'analyse un peu les choix que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est étrange entre les OSS ou Brice, qui est un personnage un peu en circuit fermé, mais même dans des thèmes plus sérieux, même J'accuse, c'est un personnage qui est esselé, ou la French, et je crois que je me questionne toujours un peu là-dessus, forcément. Donc oui, la solitude, le départ me plaît, le départ pour rien, en fait, me plaisait. En fait. Ce mec se taille pour rien, quoi. À part accepter peut-être pour
découvrir quelque chose de lui, ou même juste se laisser vivre, ça m'intéressait. C'est presque une caméra animalière en fait. Comme il fait quand il découvre sa caméra, quand il regarde la montagne, il fait des zooms, il découvre cette espèce de truc. Je sais pas trop comment ça fonctionne. De la même manière, j'ai l'impression que j'ai été filmé de la même manière par contre. C'est-à-dire qu'on observe un mec dans une petite chambre dans les Pyrénées qui ne fait pas grand-chose. Et ça raconte quand même quelque chose. Donc j'y trouvais sûrement de la profondeur. Ça s'est confirmé en le faisant. Je le voyais, il était habité parce qu'il montait pratiquement simultanément. Et je le sentais très habité. Il me disait, c'est super, mais super. Ça branche, un truc mental complètement dingue. Notre référence, c'était Série Noire, avec Devers. Il y a un truc, il est dans la cinglerie, dans la névrose, en tout cas, on parlait souvent de ça. Vous nous avez expliqué ce qui vous avait attiré dans le scénario du Dain, mais plus largement, qu'est-ce qui vous attire en fait dans le métier d'acteur? J'aime bien la feuille de service. Je rigole pas, hein. C'est vraiment, j'aime bien la feuille de service parce qu'en fait, je bascule dans un monde autorisé, dans un monde d'enfants. Je quitte le monde de... Si je me pose la question, j'ai fait ce métier-là aussi, sûrement quand je dis c'était un refuge à l'enfance, c'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, je jouais dans les jardins des copains ou de la famille, mais j'avais pas de budget. Là, je pars pour tourner 6, 7 semaines, 8 semaines avec un personnage, un costume, des gens autour, une histoire, un verbe, des mots, ça va devenir un film. J'adore le côté totalement irresponsable qu'on peut avoir quand on est acteur, c'est-à-dire qu'à 8h du mat, il y a un mec qui vient te chercher, il fait le service, on dit tu fais ça, tu manges là, tu dors là. Et dès que d'ailleurs tu t'en rends compte, quand tu reviens à la vie, t'as plus de feuille de service. T'as juste la vie. Et elle est un peu plus normée, elle est un peu plus chiante. Donc l'avantage de ce métier, c'est que je peux l'inventer comme je veux. C'est pour ça que je dis que c'est le plus beau métier du monde. Donc cassez-vous le tronc, cassez-vous le cul pour faire ce métier, le faire bien, et essayer de tenir, parce que c'est vraiment sans ça, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres métiers. Mais celui-là, je l'aime bien pour ça. Après, j'aime bien la relation très intime que je peux avoir avec un rôle. C'est-à-dire que très scolairement, je vais lire, je vais essayer de voir des trucs que même l'auteur n'a pas forcément vu. Je vais faire que le personnage le verrouille entièrement et qu'à la fin on se dise il y a que lui qui pouvait le jouer. Ça veut dire que tu es passé par un truc super intime. Tu y as mis ta voix, ton nez, tes intentions, ta façon de parler. Le personnage n'existait pas au fond. Tu avais tout à faire. Et ça, j'ai l'impression que ça passe par quelque chose de super intime. C'est un rapport que j'ai avec moi quand je bosse tout seul. Je le lis à voix haute. J'essaie de me dire qu'est-ce que ça veut dire. Je lis les textes des autres. Après, je suis surpris aussi sur le tournage parce qu'un comédien m'envoie quelque chose que je n'avais pas prévu, ou une demande d'un metteur en scène que je n'avais évidemment pas visualisé. Mais j'aime bien cette idée de me dire c'est mon personnage au fond, en fait. C'est un film, il est à lui, mais en fait c'est mon personnage. C'est pour ça que j'adore bosser avec un metteur en scène. C'est pour ça que je n'ai pas... Souvent on demande à des acteurs, vous tournez quand? C'est devenu une lubie, c'est une folie de dire à un acteur, vous tournez quand? Je ne crois pas qu'un acteur puisse réaliser, pas tout, enfin je pense pas que les acteurs puissent aient tous quelque chose à dire. On a l'impression que maintenant, j'aime bien la fabrication, on en parlait, son papa en est la preuve, enfin, cette époque-là en tout cas, je l'adore, moi j'aime bien l'auteur, le réalisateur, l'acteur, et quand tu as une poussée comme ça de tous, ça fait parfois des films vraiment intéressants. Bon, je crois que j'ai répondu. Tu me disais, juste pour poursuivre sur ce truc-là, tu m'as dit un jour, mais moi j'aurais pas envie d'être réalisateur, c'est trop chiant, c'est trop long, c'est trop compliqué. Moi c'est le jeu d'enfant qui m'amuse, que je poursuis à travers. J'adore bosser avec un metteur en scène. Hein. Non, je dis pas ça, mais en tout cas sur la mise en scène en soi, tu dis c'est pas mon truc, je crois que mon truc c'est de m'accaparer un personnage, et c'est plus ce côté-là qui m'amuse, qui prolonge l'enfance. Oui, ça, pour moi les deux plus beaux métiers, c'est initier, c'est-à-dire produire, en gros produire ou coproduire, initier ta salle de jeu et jouer dedans. Ça c'est quand même génial. C'est-à-dire que tu te fais ton écran et derrière tu m'amuses. Mais c'est vrai que j'ai trop de respect pour des metteurs en scène. J'ai vu les metteurs en scène, il y a des mecs qui adorent ça, qui se posent des questions sur le cadre, qui ont envie de raconter des choses. Moi, le jour où j'aurai envie de raconter un truc, alors ok, je ferai peut-être un film à 62 ans, j'en ferai un. Il vaudra ce qu'il vaudra, mais j'ai pas grand-chose à dire en fait. Et je pense que les metteurs en scène, c'est quand même des gens qui ont un peu des visions. Tu vois, des visions, pas que... qui ont des visions
sur l'âme humaine, quoi, qui ont des visions sur le monde. En fait, c'est leur vision du monde. Alors, je peux avoir des idées, j'apporte des idées, j'adore avoir des idées sur un tournage, j'adore proposer des choses, j'adore... il y a eu plein d'inventions dans les films que j'ai pu faire, je ne suis pas crédité au générique pour ça, ça veut rien dire. On fait le film, on veut que le film cartonne, on veut que le film avance, on veut que le film soit... existe. Mais oui. Dis-moi une question, vous avez toujours aimé écrire les personnages, non? Ouais. Tout ça, c'est... Oui, alors je me suis dit très rapidement, j'ai commencé à 24 ans, ça me paraissait un peu tard. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas si tard que ça en fait, mais il y avait à l'époque, il y avait encore le service militaire, ça c'est pas mal. Ça m'a permis de me tailler et d'écrire en fait mes premiers sketchs. Et je me suis dit à 24 ans, si j'attends, je fais un calcul rapide, je me suis dit putain, ça va être un peu long là. Parce que je vais faire du café-théâtre quoi, 3-4 ans, un peu de télé si ça marche, ou alors je reste au café-théâtre. Le cinéma, ça me paraissait tellement loin. Et donc l'accélérateur, c'est de me dire, je vais écrire, pendant qu'on tournait d'ailleurs avec Antoine le film Mariage, en 2002, je crois, j'ai écrit Brice de Nice. J'ai écrit en me disant, je sais que Brice va peut-être, il m'avait, c'est une patte de lapin, il m'avait aidé sur scène, il m'avait aidé à la télé, partout ce personnage. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui était plus fort que les autres. Donc j'ai dit, je vais écrire le film. Et j'ai écrit le film et je me suis dit, je vais parier un peu là-dessus. Je me dis, si ça marche, tu rentres dans le cinéma, tu défonces la porte, tu te fais pas forcément bien voir parce qu'il sait qui se guignole. Alors pour moi, une fois de plus, c'était un film qui était vachement intime. Si Brice, vous le regardez maintenant, pas comme à 12 ans, vous verrez que c'est un mec qui est en fait qui est en train d'attendre une vague. C'est un peu comme le Dain. Hein. J'attends une vague là où il y en a pas. Je ramasse des galets, je fais des toits. Il y avait vraiment de la névrose déjà quoi. C'est un tout petit film, c'est un tout petit budget. Bon, il a marché, il a été vu comme une espèce de truc énorme, mais en fait, ça m'a totalement dépassé. Et ça m'a permis de rentrer. Donc je me suis dit, c'est pas mal les personnages, ça me permet de me planquer. On me voit pas parce que je pense pas être un acteur suffisamment abouti ou profond, parce que j'ai pas fait de cours, parce que je m'estime pas aussi intéressant et profond que ça. En revanche, quand j'imite, quand je singe ou quand je regarde quelqu'un, alors là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Et donc, je me fous dans des personnages, comme 99 francs, je me fais un peu la tête de Bec BD, je sors avec lui, je le vois la nuit, j'ai vu le mec, OSS, je vois des trucs de Sean Connery, machin, et je fais les poches des gens que je vois, que j'admire, ou qui m'amusent, et donc j'avance comme ça, avec des personnages. Ça m'a permis de me planquer, mais on ne savait pas trop qui j'étais. Jusqu'à, finalement, pas très longtemps, en fait. Jusqu'à... Non, mais il y a 10 ans, je faisais des trucs comme La French, tu vois, je commençais à... Il y a eu Un balcon sur la mer avec Nicole Garcia, il y a eu quelques films, Oublié, Le bruit des glaçons, je commençais un peu à enlever les perruques et à me planquer, à enlever ma planque. Et les personnages, j'aime bien ça, il n'est pas impossible que j'y retourne. Vous nous parlez d'un film, de jouer dans un film à 62 ans, mais justement, comment est-ce que vous voyez votre carrière évoluer dans les prochaines années? Je crois que c'est mon physique qui le dira. C'est qu'à un moment, bah oui, c'est un moment, t'as beau garder ton âme de gosse en disant non, mais moi je peux faire les rôles de Pierre Ninet. Non, je ne peux plus faire les rôles de Pierre Ninet. Les jeunes premiers, c'est mort. La nouvelle génération passe devant. Ça, c'est un truc à accepter. J'ai été très 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 gâté, donc il n'y a pas de raison que je sois amer. En revanche, je commence à avoir des rôles vraiment intéressants quand je fais le personnage de Picard dans J'accuse, ou je trouve ça chouette ce que m'offre l'âge. Mais donc en fait, je pense que ma tête donnera des idées à des metteurs en scène, mais à un moment tu diras, voilà, tu évoques ça. Mais ça, je n'aurais pas forcément raison, j'aurais de moins en moins raison, en fait. Je pense que quand tu es jeune acteur, tu peux prétendre à plein de trucs, tu as une envie de plaire, tu es dans la drague en permanence, tu as envie de te prouver des choses, il y a un moment où ça s'apaise, tu deviens plus tranquille, moins angoissé, et puis ta tête elle change, et qu'à un moment le mec il dit bah tu ressembles à une tête de taxi, et si tu trouves un beau rôle de taxi, et c'est eux qui décideront. Enfin, en fait au fond on n'est pas si libre que ça, on est quand même dépendant, sauf si je décide, comme j'ai toujours fait, de m'écrire mes trucs. Là j'ai coécrit à Alphonse avec Nicolas Bedos, c'est une série qui va arriver l'année prochaine. Je me suis fait ma petite commande, quoi. Je me suis fait plaisir. Et c'est encore très, très différent. Donc ça, je pense qu'il faut le garder. En fait, il faut garder quand même son petit bébé. Vous avez beaucoup parlé du tournage avec Quentin Dupieux. Est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous a marqué sur le tournage? Il y avait un mec dans un village qui a voulu nous tuer avec un couteau. C'est vrai. Un petit village, un soir, il est arrivé près de la table régie et on a un gars là-bas, Julien, un gars qui bosse avec moi, qui
qui est tout le temps là pour voir un peu les tarés ou les paparazzis, enfin, les mecs qui font chier, ils sautent dessus. Donc il l'a désarmé. C'est chelou, on a continué à tourner. C'est dans le ton, quoi. Tu vois. Vous parliez de créer vos propres personnages. Quand on endosse un rôle, quand on incarne un personnage, est-ce que c'est dur de lui dire au revoir quand on revient à la vie? Et quel a été le rôle pour vous qui a été le plus dur à quitter quand on se dit, bon, bah, on est dans la réalité? Alors le rôle le plus dur à quitter, bon, c'est pas moi, je m'en suis pas rendu compte, mais ça c'est pareil, c'est les gens qui vous le disent. En l'occurrence ma femme, c'était le colonel Picard, dans J'accuse, où j'étais un peu raide comme ça pendant quelques semaines. Et je mangeais comme ça, j'avais perdu 7 kilos, je bougeais pas, et je m'en rendais pas compte, mais j'étais dans un truc un peu monacal. C'est pas que j'avais du mal à... J'ai jamais eu de problème à quitter un rôle, jamais, parce qu'une fois de plus, j'aime bien rentrer dans ce milieu, j'aime bien en sortir, parce que j'ai l'impression que je retrouve de l'énergie parmi les vivants, et non pas parmi les personnages. Je vais peu au cinéma après avoir tourné, parce que il faut que je retourne, faut que j'aille voir des arbres, bouffer des rognons avec Antoine. Quoi. Un peu sur le... Si j'avais un petit coup quand même, si je m'en souviens quand même, sur la French aussi, le personnage de la French, pareil, très esselé, il m'avait demandé beaucoup d'énergie. Un peu tous en fait. Alors maintenant j'y pense, parce que je me dis pas que c'est grave en fait, donc c'est rien, mais 99 francs pareil, ça m'avait pris beaucoup d'énergie quoi. À sniffer du glucose, comme un dingue, surtout avec la réal de Yann Pounen. J'étais très fatigué en fait, j'étais très fatigué. Oui. Qui laisse forcément quelque chose, mais c'est pas, tu n'es pas en train de te dire je suis là-bas, je peux pas vous parler. Tu retournes à la vie, mais c'est quand même pas normal, enfin c'est un peu schizo. Hein. C'est fait pour se faire du bien normalement, ce truc-là. Est-ce que vous avez gardé le costume complet du daim, et est-ce que parfois vous faites un petit plaisir et vous avez... J'ai fait une soirée, il y a une soirée, ça n'arrive jamais, un mec qui dit on a une soirée déguisée. Tu fais une soirée déguisée. Donc je me suis retrouvé avec cette question, donc je suis monté au grenier, et je suis tombé sur le daim. Et je l'ai mis. Et j'ai trouvé que j'avais un... Mais vraiment, je me suis regardé pendant pas loin de 20 minutes. J'avais tout, les bottes, le chapeau, j'avais pas la chemise, j'avais tout, le full daim, tout daim. Et je suis arrivé en soirée, je l'ai tenu toute la soirée. J'ai pas enlevé, tu vois, j'ai tenu le... Ouais. J'adore, en plus, vraiment, j'aime beaucoup ce costume. Quoi. Et est-ce que vous avez joué le rôle en même temps avec le costume ou pas? Est-ce que j'ai joué le rôle à la soirée? Ah non, non. J'ai dû demander à 2-3 personnes, tu veux pas enlever ton blouson? Ça, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus rire dans le scénario. Quand tu dis ça, tu dis, en revanche, je veux bien qu'on parle, mais je veux que tu enlèves ton blouson. Surtout à la DNL, quand même. Mais attends, t'es interdit ou quoi? T'es excusé? Non, non, je te jure. Non, je t'assure. Non, je veux juste que tu enlèves ton blouson, c'est tout. C'est pas dingue. Par contre, je veux que tu enlèves ce blouson. Il n'était pas question de jouer un fou. Il n'y a rien de plus gênant qu'un acteur qui joue un fou. En revanche, jouer la normalité dans un... C'est lui qui, en fait, c'est le metteur en scène qui raconte l'histoire. Toujours. C'est pas l'acteur qui raconte. Le metteur en scène, il est essentiel. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vision. Lui, il m'installe un décor. Ensuite, à moi de prêter mes émotions. Mais c'est lui qui installe ce climat de cinglé. Donc derrière, tu dis juste un truc très simple, ça t'as l'impression que c'est fou. Et tu mets une caméra qui filme un blouson, c'est fou. Et ça suffit. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été particulièrement difficiles à préparer, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et qui vous ont demandé vraiment beaucoup de temps de travail et ce genre de choses? J'accuse m'a demandé beaucoup de temps dans le texte, il était très difficile. J'ai même pris un répétiteur pour la première fois, vraiment, parce que je voulais arriver... Aussi parce que c'est Polanski, parce que c'était très exigeant, parce que je sais que tous les acteurs, même les acteurs du français, étaient très impliqués. Donc on veut bien faire les choses, pareil, on veut être militaire, on veut être armé, on veut être crédible, on veut bien saluer, faire le bon pas retourné. Donc ça se prépare beaucoup, on lit beaucoup de choses, on projette. Après, non, après oui, c'est artiste, oui c'est pareil, les artistes, on dit t'as fait des claquettes, non? Voilà. Là, tu vas acheter des chaussures, tu vas commencer. Et puis tu sais pas du tout ce que c'est. Et puis tu fais la première leçon et tu te dis, wow, la route va être longue, ça va être long. Ça va être long jusqu'au moment où il y a un déclic, parce que t'es impliqué, parce que t'aimes ça, parce qu'au fond ça devient pas facile mais amusant, donc si c'est amusant,
il y a un terrain propice, quoi. Tu dis ça, tiens, ça relie un peu à l'idée que je me fais du métier. Mais ça veut dire, ouais, c'est-à-dire qu'on prépare, quoi. Comme dans Lucky Luke à cheval, le Rachid, il monte sur le cheval, donc tu sais rien faire. Non, bon, bah, alors, j'ai pas le temps de t'apprendre à monter à cheval, mais en revanche, je vais t'apprendre à être un cow-boy. Donc tu vas te bosser comme ça, tu vas te faire un peu voûté sur le cheval, et puis on va essayer de trouver ce truc-là. Donc à chaque fois, ça j'aime bien, moi j'aime bien travailler faire mes gammes avant. Mais non, après, typiquement, I Feel Good, Le Dain, tout ça, il faut être très disponible. Voilà. Je pense que le plus gros des boulots, faut pas arriver avec ta petite boutique en disant non, mais moi je joue ça je ne peux pas le jouer, ça je ne veux pas. Non, dans ce cas-là, fais pas ce métier alors. Il y en a qui font ça, hein. Il y en a qui veulent des rôles méritants, ce qu'ils s'appelle, des acteurs avec des rôles méritants. Donc des rôles, ils veulent avoir des belles âmes, ils veulent qu'on pense qu'on est des belles personnes. Moi j'ai souvent fait des arrogants ou des cons, ou parfois des justes. Mais je pense qu'en fait, notre emploi, c'est de tout faire. C'est pas essayer de maîtriser ton image ou maîtriser un public en faisant croire que t'es un bon mec. Je pense qu'il faut faire des choses déroutantes, étonnantes. C'est ce que j'essaie de faire depuis 20 ans et je sais qu'à chaque fois, le public me remercie de ça. En disant, vous venez pas avec votre petite boutique. L'erreur, c'est de dire, mon public, j'ai jamais dit mon public. Moi, il y a un public, il y a le public. Et mon public, ça veut dire que t'es inféodé complètement à lui. Et que tu vas faire exactement ce qu'il attend de toi. C'est une erreur parce que tu vas refaire 18 fois le même personnage, le même film, et le même public qui t'adorait va te tuer. Parce qu'il est aussi con des fois le public. Il est aussi très dur et cruel le public. Non mais c'est vrai. Donc en fait ce qu'il faut c'est le prendre de vitesse, te prendre de vitesse et le prendre de vitesse. Et les emmener à finalement à les faire mentir, à te dire je vous attendais là et en fait je pensais pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois, j'ai pas forcément raison, mais c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que c'est le plus amusant, je trouve. C'est quand même marrant qu'on n'a quand même absolument pas parlé de tous les meurtres que vous avez fait. Depuis oublier tout ça aussi. Dans le film là c'est dans le sens absurde, dans le sens où on a tous oublié que. Ah ouais. Vous avez posé la question est-ce qu'il y a un serial killer dans la salle ouais. C'est vous. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais c'est vrai qu'on s'en fout des meurtres dans le film. C'est ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les blousons. On épouse en fait sa névrose. Donc on est tous potentiellement des zinzins. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et toi, heureusement qu'il le pète le troisième acte, sinon tu trouves le mec, tu te dis attends, forcément on remonte la piste, il se fait arrêter, c'est foutu. Et là on tombe dans un film très chiant. Après, c'est des meurtres rigolos. Le meurtre, quand même, ça c'est kiffant. Ça. Alors voilà, tu me demandais l'anecdote, ça a été mon grand plaisir. L'actrice a été géniale parce qu'il faisait moins 1000 en étant dans une station qui s'appelle Gourette, dans les Pyrénées, elle était dans sa bagnole, elle était transit froid, donc elle ne devait pas bouger parce qu'elle signifiait la mort, et elle avait la pâle, comme ça, dans le front, l'auteur demandé, balèze, la nana super balèze. Et ça c'était, alors là, quand j'ai vu la séquence, comme Gérard Jugnot, là, quand je découpe, il est marrant aussi. Et c'est rigolo. Ça fait pas mal en fait. Quand vous avez parlé de la manière dont réalisait Quentin Dupieux, que c'était très concret, très direct, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le plateau, ça m'a apparu comme très singulier. Est-ce que il fait un contraste avec les autres réalisateurs auxquels vous avez travaillé ou ils sont tous très singuliers dans leur manière de travailler? Ils sont assez singuliers, t'as raison, ils sont tous un peu... par exemple, Carlin Delépine, c'est très marrant à observer. Ils sont tous les deux, ils marchent beaucoup à l'oreille, ils marchent beaucoup à leur texte, et ils se regardent, ils regardent pas le combo, ils se regardent, ils ont le casque sur l'oreille, et ils se marrent des conneries que l'acteur balance. En se disant, si ça me fait rire à l'oreille, normalement à l'image ça suit, puisqu'en fait c'est un cadre fixe et tout con, etc., on a confiance, et si ça fonctionne. Donc ça c'est assez marrant à observer. Tu vois, Polanski, on est dans pour le coup une névrose assez dingue, c'est de la mise en scène de 2h30, où il pose la casquette, il se pose toutes les questions, il dit... où est-ce que tu mets ta casquette? Tu la mets côté gauche ou côté droit? Tu es militaire. Où sont tes habitudes? Où est ton briquet? Comment tu allumes ta cigarette? Il fait chaud, on est en juillet, tu as trop chaud, ouvre le col. Tu es au 3e étage, tu es forcément essoufflé quand tu montes. Et descends et remonte. C'est des mises en place complètement dingues, tu te dis ça, je deviens fou, il y en a un fou, et au fond ça participe vraiment à la séquence et au jeu. C'est assez étonnant à regarder. Jiménez, tu vois Cédric dans La French au novembre,
il peut pas rester 1 minute, même pas 30 secondes derrière le combo. Il se lève, il bouge, il te parle à ça. Il est partout. C'est un raptor, comme ça. Et il te parle à la bouche, comme ça, il fait ça, putain, ça c'est bien, mon chat. Peut-être tu l'engranges, le mec, t'as rien à foutre, putain, c'est un enculé. Ah ouais, donc du coup, t'es shooté à son adrénaline. Et ça te fait faire des trucs aussi assez étonnants. Donc tu sais que c'est ton double cerveau qui est en train d'observer ces mecs-là. Mais t'as raison, ils ont tous un truc. Et vous pensez qu'il la faut cette singularité pour être un bon metteur en scène? Je pense qu'il faut une certaine dose de perversité, moi, dans ce métier. Je pense qu'il faut être un peu pervers. Il faut se dire un peu, j'ai une grande foule, j'ai des objets, je vais m'amuser avec. Ça veut pas dire ça veut pas dire être un tortionnaire, mais vous avez accepté ce jeu idiot d'être dans mon œil. Vous avez accepté ce truc que j'ai écrit tout seul dans ma chambre. Maintenant, vous allez le faire. Et puis je vais vous regarder. Et vous n'allez pas vous plaindre. Ne vous inquiétez pas, après vous aurez des médailles, vous aurez des trucs, de la lumière, vous allez bien vous branler comme des petits acteurs. Mais en fait, le cinglé, c'est moi. Je vais vous emmener à mon délire, dans mon délire. Alors ça, je pense qu'il y a... Lié à ça, lié, il a un truc il y a des comment dire, des névroses aussi chez Bertrand Blier. On le voit, tu regardes un film à l'autre, tu as souvent un lien avec un jeune, avec une femme plus âgée, t'as des Oedipes contrariés. Il y a... c'est intéressant. Lui, par exemple, il arrête le tournage des fois Blier à 17h pour bouffer du pâté. Il arrête le tournage, on dit maintenant on coupe. Vas-y, bien on coupe, on fait quoi? Eh ben on boit de la carthagène, du mou de raisin et on bouffe du pâté. Tu vois? Comme dans Calmos. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Vous avez un conseil pour un jeune comédien ou enfin un acteur en fait avec votre renommée, je voulais savoir si vous avez des conseils, j'ai jamais alors c'est difficile de donner des conseils, j'aime pas trop les conseils parce qu'évidemment, je pense que chaque parcours est quand même unique et que il y aurait un bon conseil, tout le monde le prendrait et puis tout le monde serait très très connu. Et... Encore que les choses ont bougé, on disait avant il fallait 10 ans, maintenant il faut peut-être 10 minutes dans une fiole, faire un truc. Ce qu'il faut maintenant, ce qui est le plus dur, c'est de durer. Alors, je sais pas, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Ouais. 20 ans, je peux te dire juste moi ce que je pensais à 20 ans. 20 ans, bon, je savais qu'il y avait l'armée une fois de plus, donc, mais en sortant, je me dis, je vais essayer tout seul. Il y avait le café-théâtre, donc j'ai acheté un truc, le Pariscope, ça coûtait 1 € à l'époque. Tu vois qu'il y avait des salles ouvertes, des scènes un peu partout en Paris, j'y allais. Et je me suis dit, si ça marche pas tout seul, je le fais à 2. Si ça marche pas à 2, je le fais à 3. Je fais un groupe. Puis on a fait les nous, c'est nous, les 5, c'est marré. Donc on avait nos one man, on faisait les 5, puis on se disait, on va essayer d'avancer comme ça, en fait, à 2, à 3, à 5, tout seul. De toute façon, il faut jouer. Donc j'allais chercher des salles où il fallait jouer. Donc je jouais au Carré Blanc, ou je jouais dans un cabaret à minuit, un autre à 1h du mat. Ouais, je me faisais 300 francs, 400 francs à l'époque, j'étais content, je dormais sur le canapé de mon frangin, c'était cool. Donc je me disais, j'ai 20 ans, mais enfin, à un moment, il faudra mettre un petit coup de speed, quoi, parce que ça dépend ce que tu veux faire, quoi, et j'avais forcément d'autres désirs. Maintenant, j'avais des désirs à court terme, en fait. Il y avait la scène, le café-théâtre, je jouais devant des gens comme ça, comme nous, je faisais des personnages. Et puis après, il y a eu la télé, il y a eu un gars et une fille, je lui ai dit, c'est chouette, tiens, j'enlève la perruque, putain, j'ai un rôle de trentenaire, je peux m'amuser. Et puis après, il y a eu le cinéma. Mais à chaque fois, je me suis jamais dit, ah, il y aura ça derrière. Il y a eu, je crois qu'en fait, il y a eu des bons choix. Alors, en revanche, j'ai dit beaucoup de non à plein de trucs nuls. Et ça, j'ai bien fait. Comme j'ai dit non, par exemple, à une 5e saison d'un gars et une fille, je pense que j'ai eu raison. Je me suis barré au moment où on était au top. Et je pense que se barrer à chaque fois que tu es au top. En fait, tu fais un truc cool, on te remarque, tout petit rôle, 5e rôle, 6e rôle, on te remarque, on te voit, on dit il est super, tu te tailles. Et puis après, tu as des mecs qui te disent, des acteurs, moi j'avais Gérard Jugnot qui m'avait dit fais-toi rare, c'est une phrase qui reste, fais-toi rare. Ça va bien se passer peut-être pour toi, fais-toi rare. Je dis c'est pas con. Donc cette rareté, je m'en sers aussi encore. Jusqu'au jour où on t'appellera plus, je suis très très rare là. Je suis très 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 rare quand même. Hein, cette rareté de 20 ans là. Pour l'instant ça va, je le tiens, mais je suis pas angoissé, mais je sais qu'une fois de plus, j'ai plus la même tête qu'il y a 10 ans et il faut que je réinvente tout ça, quoi. Mais c'est sympa, hein. On n'aura pas de problème de retraite. Est-ce que dans le nain, il y a un scénario ou pas? Est-ce qu'il y a une part d'impro? Dans le nain? Ouais, parce que ça avait l'air d'être assez libre comme manière de tourner. Ah, tout est écrit. Tout est écrit. Alors, tout est écrit, mais alors vraiment, je crois qu'il y a... Attends, est-ce qu'il y a une invention? La seule invention, c'est quand je dis merde devant la banquière. Où elle me dit, je peux pas machin, je fais... Merde!
J'ai pété un micro d'ailleurs parce que j'ai gueulé trop fort, j'ai crié. Et c'est le seul truc, ils ont été surpris, je suis désolé, j'avais envie de le dire comme ça. Et sinon, tout est écrit. Alors, tout dialogué, tout est écrit, l'histoire. Ah non, et il est très très bon dans la direction. Il est à la virgule. Et si tu mets une syllabe, une connerie, il fait non, je l'ai écrit comme ça en fait. Et non, il n'y a pas d'impro, comme dans OSS, il n'y a pas d'impro. Les comédies assez maîtrisées, très bien écrites, enfin moi celles qui me font rire, I Feel Good par exemple, aucune impro, rien, beaucoup de textes I Feel Good. Ça m'a pris beaucoup la tête, ils m'ont filé, parce qu'eux ils sont capables de réécrire le soir pour le lendemain et de filer 3 pages à 8 heures, tu vois. Tiens, regarde. Donc tu prends ce truc-là en mémoire vive, mémoire immédiate, c'est un peu... Mais c'est tellement brillant, c'est vraiment brillant. Dès les Pink Carberne, c'est vraiment brillant, quoi. Je vous invite à voir I Feel Good, parce que je trouve que c'est un film qui méritait encore un peu plus, parce que c'est vraiment des inventeurs, quoi. Eux aussi, ils sont un peu dans la lignée des Bliés, dans un cinéma un peu irrévérencieux et très libre. T'as un gros potentiel de séduction, hein. Ça dirait de sortir ta chrysalide. En vrai, il y a des infos. Mais c'est pareil, c'est très écrit, j'avais quand même très écrit. Mais il y a des... Oui, non, la tête de pigeon, là, vraiment, c'est des... En fait, je sais que je dois le faire, mais on sait pas si ça va marcher. Donc j'ai un mec à table et je fais ça. Mais je le fais une fois, après il y a un truc qui est sur la table, je le prends, je le croque. Je sais pas trop où je vais, mais je sens que l'équipe se marre, donc tu continues. C'est comme le fou rire dans OSS à Rio, si j'ai pas un vrai fou rire, je le fais pas. Donc on attend que j'ai un vrai fou rire. C'est long. C'est long, mais quand il vient, c'est un vrai fou rire. Ça n'a rien à faire, toute l'équipe se marre, ça se voit. Il y a qui se marre vraiment, c'est savoureux. Vous avez vraiment des envies, par exemple, de tourner avec tel réalisateur, tel acteur, aborder tel sujet, tel personnage, ou vous laissez plutôt porter, en prenant ce qui vient, en attendant les propositions? Je me laisse un peu porter, encore que je mets quand même des trucs, je mets des lignes à l'eau, il y a des thèmes que je fais écrire, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je sais pas, dis mon dernier mot sur la cinglerie. J'ai un truc qui me titille un peu depuis quelques années, sur des personnages que je peux voir, qu'on voit dans la rue, que a priori personne ne regarde, plus personne ne regarde, mais quand tu t'intéresses un peu, il y a des fêlés en fait. Il y a des metteurs en scène comme Salvadori qui m'intéresseraient, j'aimerais bien. Je sais que spontanément, enfin je me dis comme ça, intuitivement, je me dis, je m'entendrais bien avec. Non, après, je viens de faire un deuxième film, par exemple, tu vois, je peux faire un premier film, un deuxième film, ça dépend. C'est toujours une alchimie entre ce que tu lis et la rencontre que tu peux avoir avec quelqu'un en disant, c'est bien, il est habité par ce qu'il dit. La question que je pose maintenant au metteur en scène, c'est est-ce que t'es un connard? C'est le premier truc que je dis maintenant, c'est je gagne du temps. Je dis pas ça parce que il y a eu des connards, mais j'aime pas le pouvoir que ça peut autoriser à certains. Quand je dis c'est des connards, c'est d'être sympa avec les acteurs et être une pourriture avec les autres. Et donc je préfère dire tout de suite, est-ce que ton ego il est réglé en fait? Est-ce que tu vas pas me faire des crises d'acteurs contrariés? Est-ce que tu vas accepter que je sois ton personnage? Est-ce que tu vas faire un bout de chemin vers moi, puisqu'au départ tu as écrit pour un mec qui n'était pas moi, qui n'a pas forcément ma voix, ou ma dégaine, ou ce que je représente? Fais ce chemin-là, voilà, vers moi, et je ferai le chemin vers toi, et là on trouve un point qui est notre film. Je sais pas pourquoi je te dis ça, je suis parti sur autre chose. Mais des metteurs en scène, il y en a plein. Pascal, j'aimerais bien tourner avec Pascal, ça serait intéressant qu'elle m'offre ainsi un rôle parce qu'elle a un univers assez barré, Pascal. C'est une fausse sage. Faut le voir dans Toutes les filles sont folles, c'est assez étonnant. C'est même assez précurseur d'ailleurs, les rôles de nana dans Toutes les filles sont folles. Non mais c'est vrai, c'est des rôles de nana. Parce que c'est 2003. On va fêter les 20 ans bientôt. Vous viendrez tous. Viendrez tous. Est-ce qu'il y a un rôle que tu as adoré faire, dont tu es super fier, mais qui n'a pas eu le succès que tu attendais, que tu trouves sous-estimé en fait? J'aime bien le retour du héros. Je crus alors ma dernière heure arrivée. Mais j'avisais un muret.
vers lequel je courus pour d'un bond sauter dessus, pour de mon promontoire dominer l'ennemi et le forcer à s'exposer pour m'atteindre. Et je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. J'aime bien ce film. Je le trouve chouette. En fait, je le trouve pas con. Je trouve la relation avec Mélanie Laurent super. Je trouve que ça se voit qu'on s'amuse. On s'est beaucoup amusé. Je pense qu'en fait, le petit costume Empire à la Jane Austen a un peu fait chier les gens, ou du moins a fait peur en se disant on filme en costume, je vais m'ennuyer, alors qu'en fait, c'était vraiment c'est une pièce de théâtre, quoi. Et que j'aime bien ce film. Je le trouve bien écrit. Je trouve il a des grosses ficelles, mais t'es bien dedans. Je sais pas comment te dire. Je le trouve généreux, en fait. Et je m'attendais à plus, et en fait, les gens, une fois de plus, c'est eux qui décident. Ils disent non, pas là, pas celui-là, pas maintenant. Après, ils ont des doubles vies. Tu vois, ils ont des vies en télé, ils ont d'autres vies, et tant mieux. Ça, non, I Feel Good, j'aime bien, c'est un autre cinglé. I Feel Good, le personnage de Jacques Porrat, c'est un bon cinglé. J'aime bien aussi, ça c'est vraiment... Vous avez joué avec Scorsese dans des super productions américaines énormes. Après, vous faites un film avec Dupieux au plein milieu des Pyrénées. C'est quoi la différence entre l'industrie du cinéma aux États-Unis et la façon dont on aborde le cinéma en France et encore aujourd'hui avec ce genre de film-là? Il n'y a pas grand-chose qui diffère d'un plateau à un autre. Enfin, t'arrives, après on cherche. Moi, je me souviens des quelques souvenirs que j'ai sur le plateau de Scorsese. T'arrives, il fait un peu froid sur le plateau, on a les anoraks, on se met en place. Je lui propose, je fais un banquier suisse, je dis à Scorsese, j'aimerais bien regarder Léo un peu comme si j'étais, comme si c'était ma nana. Ça dépend on what exactly? Whether America plans to invade Switzerland in the coming months. Il me dit, ouais, c'est une bonne idée, ouais, son fric t'intéresse? Je dis, bah ouais, alors j'ai eu ça, donc ça se met en place. Après, ce qui diffère, c'est parfois, c'est l'industrie, quoi. C'est le fonctionnement de l'industrie, ça c'est complètement fou. Ce qui arrive un peu ici d'ailleurs, avec des référents de tout. Vous allez connaître les référents sur les plateaux. Référent alcool, référent au cul, référent grossièreté, référent il n'y aura plus de pichets de vin sur la table. Alors ça, je pense qu'on aura toujours un cinéma un peu, on dit artisanal, mais bon, un peu français, enfin, simplement. C'est qu'on a eu un gros courant d'air américain qui est venu, et moi, ce que j'ai vu chez les Américains, parfois c'est un peu glaçant. C'est un peu glaçant. Je me dis, je voudrais pas que, et je fais pas du chauvinisme échevelé, débile, ni rien, je voudrais pas que notre pays devienne une petite Amérique qui arrive plus à se comprendre ou à se dire les choses. Quand je vois un mec qui est en train de parler à une nana près d'un ascenseur et que 2 jours après on dit il est plus là, je dis pourquoi? Parce qu'il a parlé à la nana. Ah d'accord. On dit donc c'est un peu l'Amérique. Donc il y a un goût bizarre en fait de leurs normes dans leur cinéma. Quand t'as un accessoiriste en fait, tu dis non tu touches pas, c'est moi qui déplace le machin. Je dis ouais mais en France tu sais on déplace nous-mêmes les objets quand ça me fait chier. Et en Belgique j'en parle même pas. Donc il dit non mais nous on a des postes en fait, il y a des postes partout et en fait il y a des intervenants pour tout le temps sans arrêt. Donc ça c'est le seul truc où je me dis bon. Donc je suis pas totalement fan en fait culturellement même du mécanisme américain. C'est marrant d'y aller, c'est exotique. Je me suis fait croire à un moment, tu vois, j'étais un acteur américain, je savais pertinemment que de toute façon j'y resterais jamais. Donc aller faire quelques infidélités, aller m'amuser avec George Clooney sur un tournage, revenir, aller faire ça m'amuse parce que c'est pas ma vie artistique. Mes beaux rôles, j'ai l'impression, ils sont ici. Ma création, mon processus de création, il est ici. On nous fait croire qu'en fait c'est le Graal absolu, qu'il faut absolument aller là-bas. Moi je pense qu'il faut faire de très belles choses ici. On a un cinéma qui est beaucoup plus libre ici. Je pense, hein. Et une fois de plus, là je fais une généralité, donc c'est mon point de vue. Mais en ayant goûté un peu aux deux, je dis moi ce que je préfère, j'ai pas raison, je dis je préfère largement la recherche en France. La recherche du cinéma et des personnages. Vous avez joué dans un film muet J'aimerais bien savoir en tant qu'acteur comment vous appréhendez un rôle muet dans un contexte cinématographique où on ne fait plus de films muets. Dans un film muet, comment j'ai appréhendé The Artist en fait. Alors en refusant déjà la bonne idée, tu vois. Ça s'est passé très vite, mais j'ai lu, j'ai dit, en fait j'ai fait, alors là pour le coup j'ai fait la connerie que je vous ai racontée tout à l'heure, j'ai imaginé ce qu'allait penser le public.
Dire, qu'est-ce que le public va comprendre de ça, que je fasse un film muet noir et blanc. Donc, ce qui en fait, c'est complètement bon. J'ai pensé à l'envers en me disant, mais c'est pas au public de dire ce que je dois faire, c'est à moi de lui dire, regarde, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça va te plaire? Ça doit être comme ça va être dans ce sens-là. Donc j'ai dit non à Michel, je me fais engueuler par Michel, il me dit, tu tombes dans le panneau, c'est fait pour toi, bon, tant pis. Et puis j'attends, je me souviens, je raccroche, j'attends 20 minutes comme ça, sur le bureau, comme ça. Et là, je me dis, putain, tu vas refuser d'être une star des années 20 pendant 6 semaines, 7 semaines à Los Angeles. Même l'idée de tourner ça là-bas dans des décors où Chaplin a fait ses avant-premières, tu vas passer dans des décors de dingue, enfin, tu vas vivre un truc fou. Au pire, c'est quoi le pire? C'est que le film marche pas. Et toi, tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, je rappelle en disant, putain, pardon, je suis complètement con, évidemment. Évidemment, j'y vais. Et après, je me dis, comment je fais? Alors, comment j'y vais? Alors, il me dit, attends, ça, on va aller voir, on va à la cinémathèque. Parce que moi, le muet, c'est quoi? Pour moi, le muet, à un moment, tu te dis, c'est Chaplin, puis c'est tout. En gros, j'exagère, mais c'est les génies. Et les génies, tu touches pas. Et tu t'y frottes pas aux génies. Tu peux pas te comparer à un génie comme Chaplin. Tu peux pas dire, je prétends, moi, je vais faire un film muet noir et blanc. Il me dit, il n'y a pas que cela. Va voir Murnau, va voir City Girl, La Foule, et là je vois une dizaine de films muets, absolument pas dans la pantomime, des choses très justes, très fines, sans exagération, et je vois qu'en fait le film se raconte. Une petite larme, une petite moue, un petit sourire, et je me dis, mais en fait c'est jouer, en fait, c'est juste jouer, c'est juste ressentir de la même manière. Alors on t'enlève les mots, du moins on les entend pas, parce que nous on les dit, quand on joue, je fais pas. Encore que, et ça, c'est marrant, si vous regardez ces artistes au début, on ne savait pas si le film serait totalement français, totalement américain par rapport au machin, etc. Donc, je ne savais pas si je devais dire de l'anglais, j'imagine avec mon anglais en plus, ou en français. Donc je faisais, j'appelle ça du gibberish. C'est ça que je faisais. Moi, il y a plein de moments où je fais, hey, je vais gagner moins donc John Goodman me regarde en disant, il se marre, et il fait, je comprends rien. Je dis, moi non plus. Et je l'ai fait comme ça. Mais en fait, on s'en fout, puisque finalement, le truc le plus intime, c'est le body language. En fait, c'est ce que ton corps arrive à faire. Et ça, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment. Et alors là, parce qu'on t'enlève la voix, le corps se réveille. Il vient compenser le manque. Et donc, tu fais des trucs, tu fais des toutes petites choses, et la caméra vient choper tout ça, quoi. Et alors, vu que c'est monté un peu, c'est un peu accéléré, tu dois freiner un peu ton geste, et ça devient passionnant, en fait. Ça devient génial. Quel est le rôle que vous avez refusé, mais qui a eu un succès énorme? Il y a eu non, je peux le dire, j'ai pas de souci. Alors pour le coup, c'est pareil, je suis très cohérent avec ça. Je les fais pas parce que j'ai pas envie de les faire. Puis parce que ça ne me correspond pas à ce moment-là. Il y a eu les ch'tis, avec Cadmerade, le rôle de Cadmerade. Il y a eu Intouchable, le rôle de Cluzet. Bizarrement, c'est pas cela que je regrette, il y en a un, mais parce que le scénario n'était pas abouti. Et je tournais Lucky Luke à l'époque, et c'était le rôle de Duris dans L'Arnaqueur. Ah ouais, mais attendez. Le rôle était super, mais le scénario n'était pas encore là, il n'était pas abouti du tout, et j'avais pas le temps, je tournais en même temps, c'est le bordel. Il est reparti à l'écriture, et il est revenu comme un boomerang, machin, et hop, il l'a chopé. Et ça, c'est l'histoire des films. Tu peux pas tous les faire de toute façon. Après les autres, je suis vraiment, pour le coup, je suis très cohérent. Quand je vois Cad, c'est Cad, il n'y a pas de question. Quand je vois Cluzet, je leur ai même dit d'ailleurs, il faut prendre Cluzet. J'ai dit, c'est pas moi du tout, c'est pas moi le personnage. Mais je ne regrette. Pour le coup, j'aurais une carrière lente, ça aurait été con, j'aurais dit non à tout, j'aurais tout décliné. Là, je pourrais te dire, en gros, t'es le 5e des Beatles, quoi, tu vois. Tu dis non, c'est de la merde, moi j'y crois pas à votre groupe. Cut. Donc tu vois, je dis pas que j'ai pas été gâté, mais une fois de plus, parfois, je ne troquerai pas, mais même 2,4 millions, 8 d'OSS contre un énorme succès à 10 millions, machin. Si je suis cohérent, parce que ça m'a fait rire, parce que ça me plaît, parce que et qu'il y en a d'autres que je trouve, voilà, que je n'arriverai pas à jouer parce que je sais pas par où passer, je sais pas comment les faire. Mais une fois de plus, on fait pas ça pour faire des succès, en fait. En fait, c'est très rare faire des bons films et des succès, ça arrive de temps en temps, hein. Faire des bons films et des succès, c'est pas la même chose. Et moi, j'essaie quand même de faire des films que je peux regarder maintenant 10 ans, que je me dis, voilà, ouais, quand tu lis OSS, tu dis, celui-là, je le laisse pas passer. Et OSS, au début, on te regarde, on dit, mais c'est pas drôle. Parce que si je vous racontais, moi, les débuts d'OSS, les premières projections à Lille, t'as pas un rire dans la salle.
On est catastrophé. C'est cellules de crise après. On est avec les producteurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a commis, quoi. Et les gens ne comprennent pas. Et en fait, c'était un peu normal, c'était une écriture qui était un peu nouvelle, mais je voyais d'ailleurs, après je suis allé voir dans les salles, les gens se regardaient. Par exemple, si je casse la gueule aux muezzines, ils sont comme ça, et puis ils se regardent entre eux. Ils se regardent entre eux, et tu rigoles parce que moi j'ai envie de rire en fait. Ouais, je vois marre. Et puis, une fois que ça s'est déclenché, il y a un truc, ça fait traîner de poudre. Et on dit, va le voir, c'est assez irrévérencieux, tu peux te marrer, machin. Puis ça a commencé. Mais c'est venu presque, j'allais dire culte, pas le mot, mais c'est devenu important au bout de 7-8 ans, les OSS. Il y a quand même eu un succès, hein, bien sûr, mais c'était pas gagné. Et ça, j'aime bien l'idée d'aller chercher un truc qui n'est pas forcément gagné. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on invente, tous, dans notre petite maison de cinéma, metteurs en scène, auteurs, acteurs, il faut tous qu'on invente une nouvelle façon, à un moment, de jouer, un pas de côté, avoir une vision, je disais, d'un metteur en scène, c'est regarde Quentin, pourquoi il met sa caméra ici, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça évoque. Ne pas se pomper, ne pas se regarder, ne pas essayer d'aller chercher des trucs, des références, ou de parler comme un autre. Ça parle beaucoup, ça commente énormément, ça dit ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut... Et en fait, ça innove pas tellement. Alors que si t'es tout seul dans ta piole, avec un dictionnaire, t'écris un moment un truc, et tu te dis putain c'est cool, j'ai une belle idée, putain elle est pas mal. Je tire le bout de laine, tiens je vais voir un mec qui fait la mise en scène, tiens je vais voir un mec, tiens ça me fait marrer, boum boum, et je vais faire des petits avec ça. Ça c'est quand même passionnant, plutôt que l'espèce d'avatar que tu prends, parfois la copie, de la copie de la copie de la copie. Moi j'ai des metteurs en scène qui sont venus me voir un jour en me faisant tiens voilà, en ce moment c'est ce qui marche. Alors, autant me dire va te faire enculer. C'est vraiment, voilà ce qui marche. Il te file le scénario comme ça, je n'ai même pas, je l'ouvre ton truc. Voilà ce qui marche. On s'en fout de ce qui marche. Et puis au moment où on le sortira, ça marchera plus. Il y a une phrase dans le Dain qui me reste à chaque fois que je le regarde, c'est un mec qui fait un film. Un mec qui filme, c'est comme un mec qui fait un film. Et même si vous avez répondu au fait que c'était Quentin Dupieux qui avait écrit cette phrase, je voulais savoir si c'était improvisé, mais finalement non. Je voulais savoir quel était votre rapport avec cette phrase, comment vous l'interprétez. Je sais que c'est très large, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à en dire de cette réplique? Vraiment, ça sera pas très profond ou édifiant. Je ne suis qu'acteur, une fois de plus. J'ai pas le chemin, moi, pour la caméra. Je ne sais pas ce qu'il faut filmer, je ne sais pas ce qu'il faut... Mais c'est un peu comme l'art, en fait. C'est toi qui décides, c'est le propos. C'est du moment que tu as le propos, derrière, le reste suit. En fait, tu captes un truc. Ce que j'en pense... j'en pense rien, en fait. J'en pense rien, j'en pense... Non, mais... Je pense qu'il faut faire les choses, il faut les tenter, et qu'à un moment, ça s'appelle peut-être un film, en fait. En fait, il ne faut pas le théoriser, je pense qu'il faut faire. J'ai toujours pensé, on oppose toujours l'être à l'avoir, moi je pense au faire, en fait. J'ai envie de faire des trucs, faire des choses. En le faisant, ça devient peut-être un objet, peut-être un film, et parfois un succès. C'est un miracle, un succès. C'est des choses... Par exemple, il fait peut-être un film, là, tu vois, sa caméra. Merci à toutes et à tous.